Les temps sont durs. Vive le mou! S'écria Pierre Dac en février 1965 lorsqu'il annonça sa candidature à l'élection présidentielle et la création de son parti, le MOU, M-O-U, Mouvement ondulatoire unifié. Bonjour. Nombreux furent au cours des présidentielles qui ponctuèrent l'histoire de la Ve République les candidats fantaisistes ou loufoques, de Coluche aux chiens saucisses, en passant par ceux qui s'estimaient sérieux, comme en 1965, Marcel Barbu, et depuis 1995, l'étrange Monsieur Cheminade, qui rêve toujours de coloniser la Lune et la planète Mars. La Ve République n'a pas toutefois l'apanage des candidats excentriques. Dès la première élection au suffrage universel direct, en décembre 1848, sous la Seconde République, à côté des candidats soutenus par les institutions, les grands journaux et les partis politiques, apparaissent des candidats marginaux qui ne sont aidés par personne et ne se réclament d'aucun parti. Le plus déterminé de tous est sans doute un chirurgien-major à la retraite, le docteur Antoine Wattebled, un Toulonnais d'adoption. Il est né loin des rivages méditerranéens, le 9 février 1793, à Landres-Thunes, les Andres, un village du Pas-de-Calais où son père était marchand brasseur. En 1848, il a 55 ans et il réside à Paris depuis 6 ans, après avoir vécu de nombreuses années à Toulon, une ville qu'il appréciait, peut-être parce que c'était un port et qu'il commença sa carrière dans la marine militaire, à Boulogne-sur-Mer. Dès sa jeunesse, il se fait remarquer par son sens de la justice, son esprit d'ordre et d'économie. Il observe le travail des paysans, prend conscience de leurs problèmes et de leurs besoins. Il est passionné de littérature, écrit beaucoup et note sur le papier ses idées pour changer la société qu'il trouve sclérosée et apporter le bonheur à ses concitoyens. Enfant, il observe avec émotion le vétérinaire qui soigne les animaux de son grand-père qui était propriétaire cultivateur. C'est peut-être cela qui le conduira plus tard à étudier la médecine. Dans ce domaine, comme dans d'autres, il revendiquera très vite son savoir-faire, mais laissera son entourage perplexe. À l'âge de 13 ans, en 1806, il quitte ses parents et son village et entre dans la marine militaire à Boulogne-sur-Mer. Il songe alors à devenir aspirant de la marine, puis officier. Mais il y renonce et se retrouve commis au bureau de l'inscription maritime. Il envisage ensuite de devenir commissaire de la marine. Mais sa rencontre avec Amable Lambert, un officier de santé, le ramène à la médecine qu'il commencera à pratiquer dans la marine dans les années 1820. On le retrouvera un peu plus tard au 10e régiment d'infanterie, un régiment créé sous la Révolution à partir du régiment de Neustrie, lequel s'illustra sous l'Ancien Régime. Il est alors médecin-major et commence à s'intéresser à l'hygiénisme. L'hygiénisme, que l'on peut définir comme l'art de se nourrir et de se soigner en harmonie avec les lois de la nature, est une conception révolutionnaire de la santé, née aux États-Unis au début du XIXe siècle.
Contrairement au mode de pensée habituel véhiculé par la médecine officielle, l'hygiénisme enseignait alors la vanité de la recherche et de l'absorption de remèdes pour soigner tous nos maux, car, affirmait-il, notre organisme, et lui seul, possède les prérogatives de vaincre nos maladies par son propre pouvoir d'auto-guérison. L'utilisation de remèdes ou de thérapies est inutile. L'hygiénisme pouvait se résumer par la formule: supprimez la cause et l'effet disparaîtra. Car le pouvoir curatif est la prérogative exclusive des cellules vivantes. Avec enthousiasme, Antoine Wattleb adhère aussitôt à cette théorie et va donc inciter ses malades à refuser, pour se soigner, tout ce qui n'est pas naturel. Connaître la nature, dont nous nous sommes dangereusement éloignés au fil des siècles, est par conséquent pour lui une nécessité absolue. Antoine Wattleb devient le disciple de l'américain Sylvestre Graham, qui enseignait les bienfaits du végétarisme et mettait en avant les moyens hygiéniques de prévention et de traitement des grands fléaux, comme notamment le choléra, et assurait obtenir des résultats significatifs par l'application de règles d'hygiène simples. En 1835, le choléra fera à Marseille 2500 victimes, la mortalité la plus grande depuis la peste de 1720. Les théories hygiénistes postulaient également qu'une amélioration de notre milieu de vie entraînait systématiquement une amélioration sensible de notre santé, d'où la nécessité de travaux urbanistiques, en particulier dans le domaine de l'aération, la destruction des logements insalubres, la lutte contre la pollution. Elle proposait donc un véritable nouvel art de vivre. En 1837, le chirurgien-major Wattleb prend sa retraite à l'âge de 55 ans. Il va donc pouvoir consacrer tout son temps et son énergie à la propagation de ses théories et y ajouter les siennes. Sa tête bouillonne d'idées dans tous les domaines. Pour lui, l'urbanisme, pour les collectivités, devait être entièrement repensé. Il décide donc de faire pression auprès des politiques afin qu'ils s'emparent du problème et agissent pour transformer notre cadre de vie. À une époque où la tuberculose et l'alcoolisme étaient endémiques, l'hygiénisme doit beaucoup à Antoine Lavoisier. Antoine Lavoisier qui démontra notamment le rôle de l'oxydation dans la nature et le corps humain, ainsi que dans l'agriculture et la production industrielle. Ce courant de pensée révolutionna la France et ses voisins en quelques années, tant ses applications étaient variées, depuis la médecine jusqu'à l'architecture. Pour Paris et les grandes villes, comme Toulon, où il s'installa à sa retraite, le docteur Wattleb préconise le développement dans les villes de réseaux d'égouts, le traitement des eaux usées, le ramassage des déchets, la lutte contre la tuberculose. Écologiste avant l'heure, il conseille de prendre des bains d'eau froide, de pratiquer des sports et des activités physiques en pleine nature pour se maintenir en bonne santé, d'être donc plus heureux et bien dans son corps et dans sa tête, et conséquence immédiate, l'homme vivra plus longtemps. Le maire de Toulon, le général Jean-Ernest de Burman, à qui il expose ses théories,
l'écoute avec bienveillance, mais ne le prend guère au sérieux. Le docteur Watleb est estimé par les Toulonnais, mais il est perçu comme un original, un doux rêveur, et ne parvient pas à convaincre ses interlocuteurs. Alors, il entend s'adresser plus haut. Est-ce la raison pour laquelle il quitte le Midi et part pour Paris en 1842 ? Quoi qu'il en soit, aussitôt installé dans la capitale, il contacte les plus hautes autorités de l'État, mais n'obtient aucune audience. Alors, il adresse aux députés, aux pairs de France, aux plus grandes personnalités de l'État, et même au roi Louis-Philippe, des lettres contenant ses théories hygiénistes ainsi que ses réflexions sur toutes les questions politiques, économiques et sociales. Hélas, personne ne daigne seulement lui répondre. Plus encore qu'à Toulon, il est considéré dans la capitale comme un farfelu. Il en ressent alors une profonde amertume. Son combat pour l'hygiénisme à la sauce Watleb, finit par tourner à l'obsession. Son caractère ombrageux n'arrange pas les choses. Il s'enferme peu à peu sur lui-même et finit par perdre tout contact avec le réel. Il croit détenir les secrets de la santé éternelle et du bonheur universel. Et personne ne l'écoute, personne ne l'entend. Il est persuadé d'être, comme tous les grands esprits, un incompris. La réalité est qu'il n'a aucune notoriété et qu'il est ignoré de tous. Quand survient la Révolution de février 1848 et que la Seconde République est proclamée, bien que ne s'étant jamais intéressé à la politique, il décide de se présenter aux élections de la Constituante. C'est bien entendu un échec. Mais cette tentative lui permet de découvrir qu'un projet de constitution commence à être élaboré. Il reçoit cette information comme une révélation qui le plonge dans un ravissement extrême. Et, quelques semaines plus tard, il publie, dans l'indifférence générale, une version modifiée de cette constitution. Et comme il considère que lui seul est capable d'appliquer ses théories, il décide dans la foulée de se porter candidat à l'élection présidentielle du mois de décembre. Il adresse à tous les journaux de Paris et de province, en date du 12 novembre, le texte de sa candidature en leur demandant d'avoir la bonté de faire insérer, gratuitement ou par amour de la patrie, l'offre de service ci-jointe. Français, ouvrez les yeux et lisez ceci. Il s'agit de votre bonheur que vous pouvez contribuer immédiatement à réaliser vous-même. Le docteur Antoine Watleb, qui s'occupe depuis très longtemps, d'une manière générale, premièrement de la conservation, deuxièmement de l'éducation physique, morale et intellectuelle, troisièmement de la prospérité, quatrièmement du perfectionnement et cinquièmement du bonheur des Français, ainsi qu'il a fait connaître sommairement dans sa profession de foi politique, adressée aux électeurs du département de la Seine, estimant que son expérience politique l'oblige consciencieusement de demander à être placé dans l'État comme président de la République, a l'honneur de prévenir tous ses compatriotes qu'il se porte dans toute la France et ses colonies candidat à la présidence de la République française,
pour réaliser plus facilement ses améliorations à ces divers sujets et contribuer plus aisément au bonheur, autant que possible, du peuple français, s'il daigne le nommer président de la dite République. La plupart des journaux jouent le jeu, mais ce candidat que personne ne connaît intrigue. Quant à son programme, destiné à assurer le bonheur immédiat du peuple, il ne manque pas d'attrait, mais hormis les quelques suggestions issues des théories hygiénistes qui ne manquent pas d'intérêt, il est aussi utopique que vague et inconséquent. L'un de ses projets les plus précis est la création d'une banque nationale qui prêterait à tous les Français qui en auraient besoin à un taux de 5,5% par an. Antoine Wattebled ne doute de rien, est sûr de lui, déterminé, et avec une certaine arrogance, fustige ses concurrents et affirme qu'il n'est pas un candidat marginal et fantaisiste, qu'il sera élu car les électeurs n'auront pas d'autre alternative. Il tente de s'ériger en troisième homme et la veille du scrutin fait placarder à ses frais sur les murs de Paris et des grandes villes des affiches bleues sur lesquelles on peut lire: Français, vous avez d'un côté Cavaignac, un sabreur dont la liberté ne veut pas, de l'autre Louis-Napoléon, un prince dont la République s'inquiète. Pour vous tirer d'embarras, nommez le docteur Wattebled, signé Wattebled. Il fera partie des nombreux petits candidats, déclarés ou pas, ayant obtenu moins de 0,04% des voix. Après cet échec retentissant, Antoine Wattebled retourna aussitôt dans l'anonymat, d'où il avait eu tant de peine à s'extraire un tantinet. Il mourut probablement à Paris, mais on ignore en quelle année ni où il fut enterré. Celui qui fut certainement le premier candidat hors parti et hors système, et le revendiqué, emporta avec lui ses mystères, et de nombreuses questions se posent toujours sur lui, comme celle-ci. Peut-on dire qu'il fut un candidat hygiéniste? Louis-Napoléon, devenu Napoléon III, lorsqu'il demande au baron Haussmann d'entreprendre la rénovation des villes, à commencer par Paris, dans un souci hygiéniste, avait-il lu les lettres que Wattebled avait inondé Paris pendant plus de 20 ans et qui contenaient ces théories hygiénistes? Et dans ce cas, avait-il été sensible à ces théories? Les vertus de la pratique des sports, de même que celles curatives de l'eau de mer, ne sont-elles pas un peu une reconnaissance de son action dans ce domaine? Quant à l'hygiénisme alimentaire, un autre cheval de bataille de Wattebled, à savoir le fait de manger des aliments sains, nutritifs, digestes et naturels, il a aujourd'hui le vent en poupe. On ne peut que s'en féliciter, mais ne le doit-on pas un peu à notre illustre inconnu? Ne le doit-on pas un peu à notre illustre inconnu des premières présidentielles? Alors, comment définir Antoine Wattebled? Fut-il un candidat loufoque, à la limite du dérangement mental, ou bien une sorte de génie méconnu?
Il se disait sage, raisonnable en toutes circonstances et réfléchi. Et ce qu'il voulait par-dessus tout, c'est faire profiter les autres de sa sagesse et de son expérience. Mais n'était-il pas un peu fou? Comme le disait fort justement Molière, c'est une folie à nulle autre seconde de vouloir se mêler et de corriger le monde. Ce qui est sûr, c'est que c'était un homme sincère, qui voulait réellement le bonheur de ses concitoyens, et qui croyait à tout ce qu'il proposait. Il était persuadé de détenir la vérité en toutes choses. Le problème est que, comme le dira fort justement Marcel Jouandeau, la sincérité absolue ne peut conduire qu'à l'immobilisme ou à la folie. Il est intéressant de noter qu'aujourd'hui, plus de 3 Français sur 10 souhaitent pour la future présidentielle la victoire d'un candidat anti-système. Incontestablement, Antoine Watleb fut le premier candidat anti-système dans une élection présidentielle au suffrage universel. Je vous remercie et à bientôt.